À Jérusalem, nous sommes en direct en ligne avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Boker Tov. On va commencer ce journal par une déclaration importante du président Trump. Oui, effectivement, hier, dans une interview au cours de laquelle il a dressé un bilan de sa première année à la Maison-Blanche, le président américain a en effet rappelé qu'il avait permis la libération de tous les otages vivants, mais que le corps de Ran Gvili n'avait toujours pas été restitué par le Hamas. Et il a surtout souligné que l'on sait probablement où la dépouille mortelle de Ran Gvili se trouve. Par ailleurs, le président s'est montré particulièrement menaçant. Si l'Iran tente de m'éliminer, nous les détruirons. Nous détruirons tout ce pays. Ces propos ont été tenus à la suite d'informations en provenance des services de renseignement américains sur l'intention des Iraniens de s'en prendre à la vie du président Trump et même de certains de ses ministres. Et alors que Donald Trump ne semble plus caché et que son conseil de paix est destiné à remplacer l'ONU, l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies dénonce l'obsession de l'organisme contre Israël. Oui, dans une vidéo publiée hier, Danny Danon a révélé qu'entre 2020 et 2025, le Conseil de sécurité de l'ONU a consacré pas moins de 50 débats au dossier israélien, alors que dans le même laps de temps, le Conseil a consacré 15 débats à la guerre en Ukraine, 10 sur la catastrophe humanitaire majeure au Soudan, 8 débats seulement sur le dossier iranien et sur le dossier de la répression des opposants au régime des Mollahs. Pour Danny Danon, ces données suffisent à prouver l'obsession anti-israélienne de l'ONU. Il a affirmé que de plus en plus de pays remettaient en cause aujourd'hui l'agenda de l'organisation internationale et réclamaient plus de débats sur des dossiers brûlants autres que le dossier israélien. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a par ailleurs fait un exposé sur la situation aux stagiaires de l'école militaire de Tsahal hier. Oui, dans cette intervention détaillée, le Premier ministre a affirmé que les décisions prises par son gouvernement au lendemain des massacres du 7 octobre ont bouleversé le Proche et le Moyen-Orient. Selon lui, Israël a désormais 3 priorités majeures: consolider sa défense nationale, produire de manière autonome du matériel militaire et maintenir un avantage qualitatif sur ses ennemis. Nous devons réduire notre dépendance extérieure et faire d'Israël une puissance régionale et même mondiale, a déclaré M. Netanyahou à ses stagiaires de l'école de guerre. Les obsèques des 2 nourrissons morts dans une crèche illégale à Jérusalem, Rikatz et Lia Golobenchich, se sont déroulées hier soir. Oui, ces obsèques ont pu se tenir après que la Cour suprême ait décidé en fin d'après-midi de casser la décision du tribunal de Jérusalem qui réclamait l'autopsie des corps afin de déterminer les circonstances exactes de la mort des 2 bébés. Auparavant, la décision du tribunal de Jérusalem avait provoqué des manifestations importantes d'orthodoxes à l'entrée de Jérusalem. Pendant 2 heures, l'entrée de la ville a été totalement obstruée, provoquant d'énormes embouteillages. Idem à Bnei Brak et à Beth Shemesh, mais donc en début de soirée, tout est rentré dans l'ordre. Et puis politique intérieure à présent, en perspective des prochaines élections, Gadi Eisenkot propose à Naftali Bennett et à Yair Lapid une liste unifiée. Oui, Gadi Eisenkot, qui est le leader du parti Yachar, proposerait une liste centriste qui pourrait obtenir de meilleurs résultats que le Likoud lors de la prochaine consultation électorale et qui se retrouverait donc en pole position pour former le prochain gouvernement. Dans cette initiative, la question qu'il est de savoir qui sera à la tête de cette liste d'union centriste. Bien évidemment, Gadi Eisenkot se considère comme une tête de liste, mais c'est également le cas pour Naftali Bennett et pour Yair Lapid, qui ont tous les deux été déjà, vous le savez, Premier ministre. Et donc pour l'instant, le leader de cette liste, si elle est formée, ne sera pas encore désignée. Et justement, Naftali Bennett multiplie les déclarations pour prouver qu'il est un candidat à la hauteur de Benjamin Netanyahou. Oui, hier soir, lors d'un meeting à Carmiel, Naftali Bennett a proposé au Premier ministre un duel télévisé face au chaos, à la pagaille et à la haine. Je veux présenter un avenir rempli d'espoir. Je n'ai pas l'intention d'humilier Benjamin Netanyahou. Je veux le remplacer, a dit Naftali Bennett. Pour cela, je veux être le plus rassembleur possible. Je n'ai pas l'intention d'écraser quelqu'un, seulement de vaincre. Je propose une vision de l'État d'Israël optimiste, a déclaré encore Naftali Bennett. Et puis 2 infos pour terminer. D'abord une qui fait honneur à la communauté des Olim de France en Israël. Oui, les 2, elles font honneur à la communauté. Hier soir, on a d'ailleurs appris qu'Avis Lama sera le prochain maire de Netanya. Il a été largement élu à ce poste, occupé au cours des 27 dernières années, vous le savez, par la regrettée Myriam Feinberg. Avis Lama est issu d'une famille d'Olim de France. Il est très apprécié, bien entendu, dans la communauté francophone, très importante à Netanya. Il s'est présenté en candidat indépendant, mais a obtenu le soutien du Likoud. Et d'ailleurs, même Binyamin Netanyahou est venu hier, lui, apporter son soutien à Netanya. Donc, il a été élu largement hier. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne ce matin avec le professeur Emmanuel Navon. Emmanuel, bonjour, Boker Tov. Boker. Merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité pour célébrer un anniversaire, le premier anniversaire
du second mandat de Donald Trump à la Maison-Blanche, bien entendu. Et bien entendu, on reste assez ébahi par rapport aux réalisations. On a l'impression que Donald Trump est président des États-Unis depuis 20 ans. Je voudrais que vous nous aidiez à dresser un bilan de cette première année du second mandat de Donald Trump et mieux nous aider à comprendre un positionnement du président américain concernant ce qu'il appelle le MAGA, Make America Great Again. Est-ce que finalement, il n'y a pas une contradiction entre le message qu'il a essayé de faire passer pendant sa campagne électorale, qui semblait être un message plus isolationniste, et puis la politique, on va dire, extrêmement interventionniste que le président américain a menée on va dire, à travers le monde, on va dire Maduro, le Moyen-Orient, le Proche-Orient, le Moyen-Orient et d'autres cercles également. Comment vous expliquez? Est-ce qu'il y a une contradiction ou pas? D'abord, je ne suis pas sûr que sa campagne en termes de politique étrangère était isolationniste. C'était plutôt le slogan America First, l'Amérique d'abord. Ce qui ne signifie pas forcément l'isolationnisme, mais ça signifie, selon lui et selon la façon dont il s'est présenté aux électeurs, mettre fin au statut des États-Unis comme, je dirais, financier du système international et également policier du système international sur le compte du contribuable américain. Ça ne signifie pas que l'Amérique doit cesser d'intervenir, mais selon ses intérêts et pas selon les règles fixées par les autres, on pense en particulier à l'ONU, et pas en payant toujours pour les autres. Et donc, il a obtenu avec un peu d'aide de Vladimir Poutine, évidemment, une augmentation très significative des contributions budgétaires des pays de l'OTAN, en particulier européens, au budget de l'organisation. Et il a redéfini, effectivement, par exemple, les règles du commerce international au-dessus de la tête, j'allais dire, de l'Organisation du commerce mondial, de la World Trade Organization. Et puis ces interventions ciblées ont réussi. C'est-à-dire qu'on a vu ce qui s'est passé au Venezuela, mais on a vu également ces frappes déterminantes contre l'Iran en juin dernier, après les succès israéliens. Donc ce n'est pas un président qui va envoyer des troupes avec des boots on the ground, des bottes sur le sol. Mais encore une fois, je ne pense pas que sa politique, dès le début, était isolationniste. Simplement, elle consistait à dire les États-Unis vont cesser de payer pour les autres et ne vont pas se comporter selon les règles des autres, mais selon ses règles à elle. Mais les États-Unis redeviennent, à travers Donald Trump tout de même, le gendarme du monde. Oui et non. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de gendarme du monde, c'est censé être au nom de certaines règles. Lorsque le président Roosevelt, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avait décrit le système des 4 policiers, the 4 policemen, qui à l'époque n'incluait pas la France et qui est devenu plus tard le Conseil de sécurité, c'était pour que ce policier, ou ce groupe de policiers, applique par la force si nécessaire des règles communes. Dans le cas de Donald Trump, c'est un policier, d'abord, qui agit seul, et qui n'est pas là pour appliquer des règles communes, mais pour appliquer des règles qui arrangent les États-Unis. On le voit par exemple avec le Groenland. Oui. Je veux dire, menacer de conquérir un pays souverain parce que cela est censé servir les intérêts économiques et stratégiques américains, ça n'est pas être un policier. C'est véritablement imposer ses volontés en contradiction du droit international. C'est la même chose pour ces tensions avec le Canada. Effectivement, ces tensions avec le Canada, ces menaces à l'époque, mais qui ne sont plus prises au sérieux, je pense, d'annexer le Canada aux États-Unis. Encore une fois, on voit bien qu'il a un mépris très profond pour les règles, les règles du droit international. Je veux dire, le Groenland est quand même un exemple assez extrême de dire, écoutez, on va tout simplement conquérir et annexer ce pays. Enfin, je veux dire, et puis c'est un membre de l'Union européenne et de l'OTAN. Donc, je veux dire, par là, cela remettrait complètement en cause l'alliance militaire atlantique, si jamais il y avait un conflit au sein de l'alliance. Oui. Alors, il s'avère que ce Donald Trump, semble être un véritable ami d'Israël. Tout le monde
même le qualifie, enfin beaucoup de gens le qualifient de meilleur ami, en tout cas c'est Benyamin Netanyahu, on va dire, qui le dit, c'est le meilleur président des États-Unis, le plus proche de l'État d'Israël que l'on ait jamais eu. Est-ce que finalement Israël, effectivement, sous Donald Trump, eh bien, a un atout majeur, cette proximité, elle est réelle, elle est particulière, ou alors c'est aussi des intérêts, il y a des avantages, des intérêts? Donald Trump n'est pas un sentimental. C'est un homme d'intérêt et il le comprend. Je pense qu'il comprend très bien qu'un État d'Israël sert les intérêts américains. Je me permets de citer ce qu'a dit son associé et envoyé Steve Witkoff dans une conférence aux États-Unis il y a à peu près 2 semaines, où il a dit les Israéliens disent souvent, je cite, Thank God, grâce à Dieu pour les États-Unis, et il a dit les États-Unis disent Thank God for Israel, grâce à Dieu nous avons Israël. Autrement dit, Israël sert aussi les intérêts américains, et c'est comme ça que Trump le voit. Et je pense que son intervention militaire en juin contre l'Iran était tout à fait typique de sa stratégie, de sa façon dont il perçoit Israël. Il a vu qu'Israël avait le courage d'agir, et avait agi de façon extrêmement efficace et impressionnante. Et là, il est entré dans le jeu en disant je me rajoute à cela. Je ne pense pas qu'il serait intervenu avant Israël. Mais il voit qu'Israël est un atout stratégique pour les États-Unis au Proche-Orient. Et d'un autre côté, n'oublions pas qu'au moment où on se parle, eh bien, il a constitué son fameux Board of Peace, son conseil administratif de la paix, dans lequel il y a eh bien, la Turquie d'Erdogan, le Qatar, qui sont des pays véritablement hostiles à Israël et qui n'ont évidemment aucun intérêt à désarmer le Hamas, bien au contraire. Alors justement, donc je pense qu'il a fait des choses extraordinaires pour Israël, mais il ne faut pas non plus trop s'emballer et ne pas oublier que c'est un homme qui pense avant tout, et c'est normal, aux intérêts des États-Unis. Alors justement, on va revenir sur le dossier israélien et la relation particulière entre Israël et les États-Unis sous Trump, mais je voudrais avoir votre appréciation, parce que c'est ce que l'on dit, on sous-entend qu'à travers ce conseil dont Trump a annoncé la formation il y a quelques jours, Trump voudrait créer une sorte d'ONU bis, ou d'un conseil international qui remplacerait cette ONU dont Trump ne raffole pas, il faut bien l'avouer. Alors je dirais que c'est la meilleure partie de son plan, et si effectivement c'est son intention, je ne peux que l'applaudir des 2 mains. Vous remarquerez d'ailleurs que d'après certains rapports dans les médias, Emmanuel Macron a refusé de se joindre à ce Conseil de la paix en affirmant que cela risquait de devenir une alternative à l'ONU. Il a raison. Et il faut une alternative à l'ONU. Parce que l'ONU ne fonctionne pas. L'ONU n'est pas adaptée aux défis d'aujourd'hui. Alors il y a de nombreuses raisons à cela. Mais il y a le fait, par exemple, que cette organisation a 193 membres, dont la majorité sont des dictatures. Ça n'est pas une organisation. Dans cette organisation, les pays véritablement libres qui respectent l'état de droit sont une minorité. Quant au Conseil de sécurité, je parlais tout à l'heure du modèle de Roosevelt des 4 policiers. Aujourd'hui, ce Conseil de sécurité ne représente pas la réalité internationale. Pourquoi y a-t-il un siège permanent pour la France et la Grande-Bretagne et pas, par exemple, pour l'Inde, le Japon, le Brésil ou autres? Ce Conseil de sécurité est anachronique, et surtout les vétos respectifs de puissances rivales le bloquent complètement. Et vous imaginez bien que la Russie ne va pas approuver une action militaire contre elle-même après son invasion de l'Ukraine. Donc l'ONU ne fonctionne pas. Et l'ONU ne fonctionne pas, l'ONU est corrompue. C'est une organisation dans laquelle, je vous le rappelle quand même, parce que c'est kafkaesque, où en 2003, c'est la Libye de Muammar Kadhafi qui a été élue à la tête de la Commission des droits de l'homme. Oui. Ou la même année, c'est l'Irak de Saddam Hussein qui a été élu à la tête de la Commission pour le désarmement. Donc vous voyez, je veux dire, c'est presque comique, si c'était pas triste, où le soi-disant Conseil des droits de l'homme est dominé par les pires violateurs des droits de l'homme dans le monde. Donc il y a un véritable problème de fond avec l'ONU, et je pense que toute tentative de créer une alternative à cette organisation corrompue et inefficace, toute tentative dans cette direction est la bienvenue. Et la bienvenue, effectivement. Alors, je reviens sur le dossier israélien. D'abord, est-ce que
Trump soutient Israël aussi parce qu'à la tête d'Israël, il y a un Benjamin Netanyahou avec lequel il partage d'une certaine manière il y a une communion, on va dire, de destin, peut-être face au monde de la justice, qui attaque tout autant Netanyahou que le président Trump, ou alors c'est aussi une relation d'intérêt. Je pense que l'élément fondamental est une communion d'intérêts entre les deux pays, alors qu'il y ait une relation personnelle, une bonne relation personnelle entre Trump et Netanyahou, sans doute. Et cela ne fait qu'on contribuer à la relation. Mais je pense que Trump s'accommoderait aussi de tout autre dirigeant israélien. Au bout du compte, ce qui importe, ce sont les intérêts communs entre les deux pays. Et encore une fois, Trump est quelqu'un de très transactionnel. Il voit avant tout ses intérêts, peut-être même parfois avant les intérêts des États-Unis. Et je pense que la relation qu'il a développée avec Netanyahou est devenue effectivement une relation très proche. Et puis, on pourrait même rajouter, si vous voulez, l'âge entre les deux dirigeants, parce que il s'approche bientôt des 80 ans. Donc, je veux dire par là, avec la seule différence, c'est que Trump, lui, ne peut pas se représenter à une troisième cadence. Donc, il a aujourd'hui presque 80 ans. Netanyahou s'y approche également. Mais en Israël, il n'y a pas de limitation de mandat. Comme on sait, nous sommes un système parlementaire. Mais l'âge les rapproche également à ce stade. Alors, justement, à propos de la bande de Gaza, est-ce que, rétroactivement, quand on sait que, on va dire, la pénétration de la Turquie et du Qatar à l'intérieur de la bande de Gaza a probablement été le prix à payer pour libérer les otages. Est-ce que vous pensez que le jeu en valait la chandelle pour permettre la libération de tous les otages ? Je pense qu'il fallait... la réponse est oui. La réponse est oui parce que pour les otages, il fallait le faire. Et on ne pouvait pas dire non à tout. Mais c'est un mais important. Maintenant que les otages ont été libérés, bien qu'il y a encore un otage mort dans la bande de Gaza, malheureusement, il faut tout faire pour limiter la casse. Parce qu'encore une fois, le Qatar et Erdogan ne sont pas là pour désarmer le Hamas, au contraire. Donc il n'est pas question là-dessus. Alors on peut effectivement permettre que ils soient représentés dans ce soi-disant Conseil de la paix. Mais il n'est pas question, et d'ailleurs le Premier ministre, je crois, était clair là-dessus, il l'a dit hier, il n'est pas question de laisser des soldats turcs et qataris entrer dans la bande de Gaza. Il n'est absolument pas question, puisqu'ils vont combattre aux côtés du Hamas. Mais limiter la casse, ça veut dire, par exemple, accepter un pouvoir alternatif de l'autorité palestinienne, même si celle-ci ne procède pas aux réformes auxquelles on se serait attendu ? Vous savez, l'autorité palestinienne aujourd'hui, Daniel, vous aurez remarqué d'ailleurs qu'on ne voit même plus Mahmoud Abbas en public. Je veux dire, c'est une autorité virtuelle qui n'existe quasiment plus. C'est un régime de fantômes corrompus et donc qui n'est pas du tout pertinent pour gérer la bande de Gaza. Aujourd'hui, la bande de Gaza va être gérée par ce comité international avec un technocrate placé par les États-Unis. Mahmoud Abbas est vraiment, comme on dit en anglais, sur sa dernière jambe. Donc je ne pense pas que le concept même d'autorité palestinienne soit pertinent pour parler du futur de la bande de Gaza. Alors qui pour gérer la bande de Gaza ? Encore une fois, pour la bande de Gaza, il va y avoir ce comité international. C'est un genre de board international, de comité administratif et qui va être présidé par les États-Unis et qui va superviser une espèce de gouvernement de facto de technocrates, en fait. D'ailleurs, il y a déjà eu un candidat qui a été nommé. Ça va être une espèce de gouvernement technocratique sur lequel l'autorité palestinienne n'aura pas de la prise, puisqu'elle n'a aucun contrôle sur la bande de Gaza. Donc ça va être véritablement un gouvernement sous l'emprise de ce comité international, une sorte de trusteeship, comme on dit en anglais. Au lieu d'être sous la férule de l'ONU, en fait, ça va être sur la férule de ce comité international qui va agir de facto comme une espèce d'alternative à l'ONU. Et si concrètement, et ça sera ma dernière question, si concrètement le Hamas n'est pas désarmé, on peut envisager une situation dans laquelle la bande de Gaza, sous le contrôle du Hamas, a été rétrécie de 60% environ. Israël contrôle 60% de cette bande de Gaza. La ligne jaune resterait la ligne, on va dire, la nouvelle frontière entre le Hamas, ce qu'il en reste, et l'État d'Israël ? Alors, il n'est pas impossible qu'on se dirige vers un statu quo à moyen terme, voire à long terme.
similaire à ce que vous avez décrit. Parce que, effectivement, on ne voit pas comment Israël accepterait des nouveaux retraits de la bande de Gaza sans que le Hamas soit désarmé. Or, on ne voit pas vraiment à ce stade qui va désarmer le Hamas. Certainement pas, comme je l'ai dit, le Qatar et l'Égypte, et la Turquie d'Erdogan. Donc il n'est pas impossible qu'un espèce de statu quo s'installe dans la bande de Gaza, où il y aura peut-être des travaux de nettoyage et de reconstruction, de réhabilitation partielle dans la partie contrôlée par Israël, où il y aura une espèce de semi-occupation administrative ou militaire en coopération avec ce gouvernement technocrate supervisé par ce board international. Alors dans ce cas-là, il faudra qu'Israël soit très ferme en disant il n'y aura pas d'autres retraites tant que le Hamas est dans la partie qu'il contrôle, au-delà de la ligne jaune. Et puis cela dépendra aussi de l'administration américaine. Est-ce que Trump acceptera cette position israélienne ou non? Mais encore une fois, ce statu quo à moyen terme n'est pas du tout à exclure, et il dépendra, comme je l'ai dit, de la fermeté israélienne et de l'acceptation par Trump d'abonder avec Israël en ce sens. Eh bien, on l'a bien compris. Merci beaucoup, professeur Emmanuel Navon, de nous avoir éclairé en particulier donc sur ce premier anniversaire du mandat de Donald Trump à la Maison-Blanche, année particulièrement fournie et importante, et en particulier, bien entendu, pour l'État d'Israël. Merci beaucoup de nous avoir permis de mieux comprendre cette région. À bientôt. Bonne journée. À bientôt. Et nous commencerons ce matin cette revue de la presse israélienne par la manchette du Israël Hayom qui est particulièrement préoccupante. Selon le grand quotidien gratuit, il y aurait actuellement 6000 soldats israéliens qui s'apprêtent à être libérés de l'armée, mais il n'y aurait personne apparemment pour les remplacer. Et en manchette, le journal titre ce matin, Tsahal met en garde, mais la Knesset n'en tient pas compte. Le Israël Hayom explique que si Tsahal ne prolonge pas de 6 mois le service militaire de ses soldats, il y aura dans l'armée une pénurie de 2500 combattants et de 3500 soldats qui appuient les forces combattantes, et ce au-delà du manque de 11 000 soldats déjà manquants qui pourraient venir des rangs du monde orthodoxe. Et pour faire face à cette pénurie, eh bien, on a l'intention en mars prochain dans Tsahal d'enrôler plus de soldats dans les unités combattantes. Et puis en page intérieure du Israël Hayom de ce matin, une déclaration du président américain Donald Trump à propos du policier Ran Gvili, dont le corps est toujours détenu par le Hamas dans la bande de Gaza. Il semble que l'on sache où repose la dépouille mortelle de Ran Gvili, a dit le président hier dans une interview à une chaîne de télévision américaine. Cette annonce importante a réveillé l'espoir des parents de Ran, le dernier otage assassiné dont le corps est toujours détenu par le Hamas ou même par le djihad islamique. Mais au-delà, le Israël Hayom et ses correspondants Dani Zaken et Ariel Kahana affirment que dans les instances qui sont appelées à gérer la bande de Gaza dans l'avenir, eh bien, on se déclare plutôt optimiste à propos du désarmement du Hamas, et l'on affirme même ce sera chose faite d'ici 3 à 5 mois. Une promesse qui vaut le coup d'être enregistrée pour voir si elle sera tenue. Et d'ailleurs, au sein de l'autorité palestinienne, on se refuse à faire entrer des forces policières armées de l'autorité dans la bande de Gaza avant le désarmement total des terroristes du Hamas. Et à propos des otages, le Israël Hayom consacre ce matin un dossier spécial au difficile retour à la vie, non pas des otages, mais de leurs familles. Le journal explique que pendant ces 2 dernières années, les familles d'otages ont totalement délaissé leur foyer, leur profession et se sont entièrement consacrées au sauvetage de leurs proches. Le retour à la réalité a été pour certains d'entre eux particulièrement dur. L'euphorie a été de courte durée, relate Dani Miron, le père d'Omri Meran, libéré il y a 3 mois. Nous sommes revenus dans une maison délabrée que nous avions laissée pendant 2 ans pour tenter de venir en aide à ces familles d'otages. Une association s'est créée, elle porte le nom de 255, comme le nombre d'otages détenus par le Hamas, et elle accompagne les familles donc en difficulté. Et puis en page d'intérieur, le Israël Hayom fait état ce matin de tensions grandissantes entre Donald Trump et l'Europe. Ce n'est pas tout à fait surprenant. Le journal parle même de crise ouverte et affirme
que le Forum économique de Davos qui se tient actuellement risque de placer ses relations en ébullition, en particulier à l'occasion du discours que le président américain doit prononcer aujourd'hui dans le cadre de ce forum. Le Israélium souligne que la France et la Grande-Bretagne ont refusé de participer au fameux Conseil de la paix que Donald Trump a créé, en particulier parce qu'il décèle les intentions du président américain de faire de ce Conseil une sorte d'alternative à l'ONU. Sans parler, bien entendu, des intentions de Donald Trump de prendre le contrôle du Groenland. Et puis dans le site du Maariv, un appel lancé par d'anciens responsables sécuritaires israéliens. Dans une vidéo rendue publique hier, ces anciens ministres de la Défense, chefs d'état-major, chefs du Shin Bet et même chefs du Mossad demandent au général Eyal Zamir, actuel chef d'état-major, et à David Zini, actuel chef du Shin Bet, ainsi qu'à Danny Levy, le chef de la police, de former une commission d'enquête sur le dossier du Qatar Gate qu'ils qualifient d'affaire sécuritaire la plus grave de l'histoire d'Israël. Il faut tout de même préciser que ces ex-responsables sécuritaires sont aussi ceux qui sont les plus farouchement hostiles à Binyamin Netanyahou, parmi eux bien entendu Ehud Barak, Moshe Yaalon et Dan Khaloutz, ainsi que Nadav Argaman et Tamir Pardo. La manchette du Yediot Aharonot de ce matin revient encore ce matin sur la tragédie de la crèche illégale à Jérusalem. Et le journal annonce en manchette 100 000 nourrissons israéliens sont dans des crèches sans surveillance et sans autorisation. Et en surtitre, le Yediot Aharonot indique que les 2 bébés décédés, Lia et Harry, ont été inhumés hier soir après que la Cour suprême ait décidé de ne pas donner l'ordre de procéder à une autopsie des corps. En sous-titre, le journal mentionne les manifestations d'ultra-orthodoxes qui ont protesté hier après-midi à Jérusalem, Modi'in Ilit, Beth Shemesh et Bnei Brak contre l'éventualité d'une autopsie qui est interdite par la halakha. Et puis en première page du Yediot Aharonot également ce matin, le texte de l'oraison funèbre prononcé hier soir par la maman d'Harry Katz, l'un des 2 bébés décédés. Et en voici un extrait. Comment peut-on faire l'oraison funèbre d'un bébé ? Comment peut-on parler du nombre de fois où on l'a embrassé ? Combien de fois lui a-t-on souri ? Combien de fois a-t-il pleuré ? Quelle a été la sucette qu'il préférait, combien il pesait, et que dire de ces âmes pures de bébés qui montent au paradis ? Que font-elles là-bas ? Est-ce qu'elles dessinent des anges ? Est-ce que leur maman sourit ? Se demande la maman d'Harry Katz, l'un des 2 bébés décédés dans cette tragédie. Et puis les sites d'information annoncent que ce matin, c'est Avi Slama qui a été élu hier soir nouveau maire de la ville de Netanya. Il va remplacer à la tête de la mairie Myriam Feinberg, qui est décédée, vous le savez, il y a quelques mois, après avoir été maire pendant 27 ans de la plus francophone des villes d'Israël. Et justement, Avi Slama est d'origine française. Ses parents ont fait leur aliyah de France. Il l'a emporté très largement sur ses principaux adversaires, l'adjointe au maire Tali Moulner, Amos Marlouf et Yossi Bitan. Il y a 2 ans, Avi Slama avait perdu sur le fil face à Myriam Feinberg. Les sites d'information indiquent qu'Avi Slama était le candidat du Likoud et qu'hier Binyamin Netanyahou est venu en personne à Netanya pour apporter un soutien public à Avi Slama. Et enfin, Avi Slama n'est pas le seul francophone à avoir remporté hier une victoire importante et à s'être distingué. Et pour cause, les sites d'information annoncent également que le vainqueur des sélections pour le prochain concours de l'Eurovision est Noam Betan, qui lui aussi est issu d'une famille de Olim de France. Il s'est distingué durant toute la compétition par ses performances vocales et par son charisme. Après avoir été choisi par le public et par les juges du concours, il n'a pas caché son émotion. Merci à tous ceux qui ont voté pour moi. Je vous promets de tout faire pour représenter au mieux l'État d'Israël au prochain concours de l'Eurovision. Merci de m'avoir accordé ce privilège. C'est un grand mérite. Fin de citation et fin de cette revue de la presse. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Peggy Sidor. Peggy, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité pour essayer d'avoir un regard avec un peu plus de recul sur la tragédie qui s'est produite avant-hier à Jérusalem, dans cette crèche pirate, au cours de laquelle 2 nourrissons sont morts des suites apparemment d'une déshydratation. L'enquête n'a pas encore établi de manière absolue les circonstances de leur décès, mais effectivement, cela a levé un voile de plus, on va dire, sur
le mode de vie du monde orthodoxe et le fait que, eh bien, au sein de cette communauté orthodoxe, eh bien, il puisse y avoir énormément de crèches illégales pour différentes raisons et que cela pose une question supplémentaire. On avait déjà effleuré ce débat avec la mort de Yosef Ezental il y a 2 semaines, qui avait été happé par un autobus lors d'une manifestation orthodoxe contre l'enrôlement, la conscription des élèves des yeshivot. Le sentiment, c'est que eh bien, le monde orthodoxe, la communauté orthodoxe vit sous une forme d'autonomie dans laquelle elle a ses propres lois, qui sont souvent liées à la Torah, mais qui ne sont pas obligatoirement les lois du pays. C'est le cas, on le voit dans le cadre de l'enrôlement des élèves des yeshivot, mais aussi c'est le cas peut-être aussi sur le plan social, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du social et particulièrement dans ce domaine des crèches où les bébés, on va dire, totalement impuissants sont dans une situation précaire et parfois même dangereuse. Vous avez parfaitement raison, Daniel, c'est exactement ce qui se passe, mais moi, je vais vous dire, c'est pas seulement les crèches, ce sont aussi les écoles primaires. Les enfants de bas âge, il y a à Jérusalem des écoles qui fonctionnent dans des parkings d'immeubles, dans des caves, dans des appartements exigus dans lesquels ils n'ont pas d'air, ils ne sortent pas toute la journée, ils ne peuvent pas être aérés. Je veux dire, ce sont des circonstances, des conditions absolument inacceptables dans n'importe quelle société qui se considère comme une société moderne. Cela est dû au fait que on construit pas assez. Bon, à Jérusalem, la situation est grave. On n'a pas construit assez d'écoles pendant très longtemps. Les choses commencent un petit peu à s'arranger dans ce domaine, mais dans tout ce qui est ce qu'on appelle la pré-enfance, donc de 0 jusqu'à 3 ans, qui n'est pas réglé par l'État, qui n'est pas réglementé par l'État, là, c'est vraiment la jungle. C'est vraiment une jungle et c'est absolument épouvantable ce qui se passe. Moi, je vais vous dire, le fait qu'il soit arrivé ce malheur, cette horreur cette semaine, non seulement ça ne m'étonne pas, mais je m'étonne qu'il n'y en ait pas eu plus. Dieu garde. Parce que on parle là dans les médias israéliens aujourd'hui de plus de 100 000 enfants nourrissons qui sont dans cette situation dans des crèches qui sont illégales. Alors bien entendu, il n'y a pas que des crèches orthodoxes, mais c'est beaucoup plus marquant dans le monde orthodoxe. Et pour essayer de se défendre, les élus orthodoxes ont dit c'est la faute de la conseillère juridique du gouvernement qui ne nous a pas fait passer des allocations pour permettre à des familles nécessiteuses de financer ce genre de... Oui, effectivement, mais je veux dire, le problème du prix que coûtent toutes les institutions des enfants, des nourrissons de l'âge 0 ou 3 mois éventuellement, jusqu'à 3 ans, n'est pas réglementé dans le pays et c'est excessivement cher. Alors, dans des familles plus ou moins, je veux dire, ça demande des sacrifices, mais ça peut-être se faire. Ensuite, il y a un enfant tous les 2, 3, 4 ans peut-être, ou seulement un seul ou 2 maximum. Dans les familles ultra-orthodoxes, vous en avez pratiquement un chaque année ou chaque année et demie. Donc, on n'a pas le temps de se remettre du prix que ça coûte. Donc, finalement, on se rabat sur des crèches qui sont pas légales. Alors, quand on dit crèche pas légale, ça veut dire beaucoup de choses. C'est pas forcément un endroit où, Dieu garde, on envoie les enfants pour être maltraités ou pire. Mais c'est pas supervisé. Les conditions ne sont pas bonnes. Je dis même avec la meilleure bonne volonté du monde, avec la meilleure volonté de donner le maximum à ces nourrissons, à ces enfants, les conditions sont très très précaires. Donc les problèmes arrivent tout le temps et les parents sont démunis totalement. En général, ce sont des familles dans lesquelles le mari étudie et ne travaille pas, c'est seulement la femme qui travaille. Même si cela s'est arrangé et qu'aujourd'hui ces femmes gagnent beaucoup mieux qu'il y a 10 ou 15 ans, parce qu'elles sont entrées dans le high-tech et dans des domaines où elles sont mieux payées, mais c'est encore très, très, très précaire. Et ce qui est terrible, c'est que tout le monde le sait. Tout le monde le sait, au point de vue des institutions, tout le monde le sait. Les municipalités, les mairies, les ministères, les organisations, tout le monde connaît la situation. Alors, si tout le monde connaît la situation, pourquoi personne ne fait rien? Pourquoi les élus orthodoxes qui sont au gouvernement, il y a des ministres, il y a des députés, pourquoi ils n'agissent pas pour mettre fin à ce genre de phénomène?
Vous avez relevé la question à $1 million, comme on dit, parce que c'est effectivement la question qu'il faut poser et la question qu'il faudra poser à ces représentatifs qui sont à la Knesset ou dans les conseils municipaux des différentes villes. Ce qui se passe du côté de la société Haredite, les gens à qui j'ai parlé depuis ces 2 derniers jours, mais ils ont le sentiment que c'est l'heure de la chasse qui a sonné et que les Haredim, les ultra-orthodoxes, sont le gibier qu'on essaie d'attraper. Oui. Il y a le grand rabbin Moutsafi, c'est l'un des plus grands, non, c'est un des plus grands rabbins séfarades, et c'est intéressant, c'est un rabbin séfarade qui a déclaré hier l'État Israël est en train d'essayer de nous réduire à néant et nous obliger à quitter notre religion. Mais nous tiendrons bon, quelles que soient les conditions. Mais c'est absolument épouvantable qu'on en soit là. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire concrètement, l'État d'Israël n'essaye pas de supprimer, bien entendu, la pratique des mitzvot, mais il essaye peut-être de gérer une situation, de la rendre légale. Pourquoi finalement ça a l'air d'être une sorte c'est perçu comme une forme de persécution? Ça, c'est la manière dont ils se sentent. Ils se sentent persécutés. Le rabbin Moutsafi, et c'est pas n'importe quel rabbin, c'est un rabbin très très important dans le monde haredi séfarade, a dit carrément, ils essaient de nous détacher de notre religion, mais nous ne céderons pas à n'importe quel prix. Nous prierons et nous appellerons à l'aide à Dieu et nous en sortirons, ils ne gagneront pas. Mais le projet de l'État d'Israël, c'est de nous faire quitter notre religion, carrément. Alors, je repose la question, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Est-ce qu'on va laisser cette situation s'amplifier, se développer ? Parce que, on le sait, le taux de natalité dans le monde orthodoxe est extrêmement élevé. Vous le disiez à l'instant, il y a des enfants peut-être presque chaque année qui naissent. Et bien entendu, la population dans le monde orthodoxe, elle est de plus en plus jeune. Il y a de plus en plus d'enfants. Comment on fait face, pas seulement dans la petite enfance, mais par la suite aussi ? Je crois que c'est une question d'atmosphère, d'abord et avant tout. Je veux dire, il y a un correspondant de la chaîne 13 qui a publié dans son compte, je crois, Instagram, ou je sais pas, il y a 3 jours, le but de notre société, d'Israël, c'est d'arriver à un fait que d'ici 50 ans, au maximum, les ultra-orthodoxes ne seront plus que des pièces de musée. Oui. Alors, mais ça, c'est pas un dirigeant, c'est pas un politique, mais c'est quand même quelque chose qui fait mal à entendre pour les ultra-orthodoxes. Bien entendu. Et d'ailleurs, vous connaissez comme moi l'histoire, Peggy, c'était aussi un peu le rêve des pères fondateurs de l'État d'Israël au début, qui pensaient aussi que le monde orthodoxe allait peu à peu disparaître. Absolument. Bon, alors tout le monde s'est réveillé de ça. Ils sont là, ils vont pas partir. Encore qu'il faut dire aussi que c'est assez intéressant, mais les derniers chiffres de l'Institut pour la démocratie, je crois, s'il me semble, donnent ce qu'on avait prévu déjà il y a 2-3 ans. Je crois qu'on en avait parlé même vous et moi il y a quelques mois, une baisse sensible dans le taux de natalité dans la société ultra-orthodoxe. Alors c'est un petit peu ce que voulaient les dirigeants d'Israël, c'est-à-dire qu'il y ait moins d'enfants pour que les conditions financières puissent permettre et que les choses s'arrangent. Mais le problème à la base, il est que pour beaucoup d'ultra-orthodoxes, ce que l'État fait ou ne fait pas n'a aucune relevance. L'État d'Israël est là pour nous empêcher de continuer à être juifs de notre manière. Et ça se combat pas avec des chiffres et des statistiques, ça se combat avec un véritable dialogue qui doit être posé et ouvert. Un dialogue idéologique, c'était une question absolument. C'est une question de fond. Je veux dire, essayer de faire comprendre que d'un côté l'État d'Israël ne peut pas continuer comme ça, mais d'un autre côté il ne s'agit absolument pas de les faire sortir de leur religion. Nous ne sommes pas le tsar de Russie, et envoyer des jeunes orthodoxes à l'armée d'Israël, à Tsahal, c'est pas les faire sortir de leur religion comme avait voulu faire le tsar de Russie il y a 200 ans, mais on en est là. Je veux dire, il y a énormément de gens, et pas les moindres rabbins, qui pensent vraiment que c'est ça l'objectif. Et il n'y a personne dans le monde orthodoxe de plus, on va dire, de plus ouvert, de plus compréhensif, de plus rationnel qui dit non, il faut tout simplement, c'est la rançon, on va dire, du succès démographique du monde orthodoxe. Il y a tant de monde aujourd'hui, il y a une communauté de plus d'1 million de personnes, il faut essayer de la gérer, et tout le monde ne peut pas rester, par exemple, dans le monde de la Torah sans travailler, et tout le monde ne peut pas rester dans une situation sociale particulièrement défavorable.
Oui, il y en a qui s'en sont parfaitement rendus compte, qui le comprennent. N'oubliez pas non plus qu'il y a pas mal de plus en plus, depuis à peu près une quinzaine d'années, de Haredim, de jeunes qui quittent la yeshiva ou qui réduisent leurs heures de yeshiva, qui vont étudier, qui travaillent, qui ont une situation financière, économique beaucoup plus à l'aise. Vous les voyez sortir, ils ont des voitures, ils prennent des vacances à l'étranger, vous les voyez dans des bons restaurants ultra cachers, sortir, ils mènent une vie différente. Mais c'est encore une minorité. Et l'atmosphère, je veux dire, il y a les faits sur le terrain et il y a l'atmosphère. Et l'atmosphère, elle est épouvantable. Je veux dire, je parle à des gens qui me disent, oui, l'État d'Israël s'est mis en tête maintenant, nous sommes l'ennemi de l'État. Et ils veulent nous réduire à nous enlever la Torah, nous faire sortir de nos yeshivot, nous rendre complètement laïcs, et nous, on est prêts à mourir et pas ça. Donc, Alors, le côté de l'enrôlement à la salle, c'est le haut de l'iceberg. Ouais. C'est beaucoup plus profond que ça. Eh bien oui, on le comprend bien, et il faut le rappeler, quand on parle de l'État d'Israël, il faut rappeler qu'au sein du gouvernement israélien, eh bien, il y a tous les partis orthodoxes. Donc il y a peut-être de cela à cela une sorte de paradoxe ambiant. En tout cas, on a bien compris le problème. On n'a pas encore apporté de solution. Merci beaucoup, Peggy, de nous avoir éclairé sur cette situation dramatique, il faut bien l'avouer. Merci. Merci, bonne journée. Bonne journée. Voilà, il est 8h48 sur Radio Kalita. Nous attendons d'être en ligne dans quelques instants avec Caroline Yadan. Caroline Yadan qui était hier à l'Assemblée nationale, à la commission parlementaire des lois de l'Assemblée nationale, où elle a déposé son projet de loi visant à renforcer les mesures de lutte contre l'antisémitisme avec plusieurs... Le 11 janvier, une importante délégation israélienne comprenant de très jeunes sportifs a participé à une compétition de judo en Pologne, dans la ville de Bielsko-Biała. L'atmosphère hostile a commencé dès les premières heures de la matinée. Tout au long de la journée, des cris antisémites ont retenti, notamment « Voilà les Juifs qui arrivent ». Les enfants, dont certains très jeunes, ont dû faire face à des insultes et des huées alors qu'ils tentaient de se concentrer sur leur combat sur le tatami. Il y a eu des agressions physiques, ce qui a accentué le sentiment de peur et de choc au sein de l'ensemble de la délégation. Depuis cela, vous le savez, il y a eu de nombreux autres actes antisémites. Le dernier en date, c'est cette charmante dame qui a craché sur un juif à l'aéroport Charles de Gaulle. Si. Toujours est-il que l'épisode polonais m'a vraiment rapporté à celui raconté par Israel Joshua Singer dans la famille Karnowski. Mais d'abord, qui était Israel Joshua Singer ? En 1944, 11 ans après avoir quitté sa Pologne natale pour les États-Unis, Israel Joshua Singer est emporté par une crise cardiaque à 50 ans seulement. Son frère, le célèbre Isaac Bashevis Singer, se lance alors véritablement dans l'écriture et recevra le prix Nobel de littérature. Mais c'est bien Israel Joshua Singer, son frère, qui avait ouvert la voie, rompant avec la tradition d'une famille où, depuis 7 générations, on était rabbin de père en fils. Aujourd'hui, et même si Isaac est de loin le plus connu pour bon nombre de yiddishistes, c'est Israel Joshua Singer qui est celui qui avait le plus de génie. En 1936, son livre « Les frères Ashkenazi » figure sur la liste des best-sellers aux côtés, tenez-vous bien, d'Autant en emporte le vent. En 1938 paraît Camarade Nachman, réquisitoire cinglant contre le communisme, suivi en 1943 par la famille Karnowski dont je voulais vous parler. Dans ce roman fleuve, Israel Joshua Singer s'inspire de sa propre trajectoire pour bâtir la saga familiale des Karnowski sur 3 générations. On suit cette famille juive dans ses déambulations depuis la Pologne jusqu'aux États-Unis en passant par l'Allemagne à l'époque de tous les bouleversements de la fin du 19e siècle aux années 43. Le récit se déploie dans 3 espaces géographiques différents, 3 milieux sociologiques, culturels et religieux distincts. Évoquant les hommes bottés marchant au pas et leur chef, l'homme en botte avec sa bouche vocifératrice largement ouverte sous une petite moustache noire en brosse, Israel Joshua Singer dépeint l'insidieuse montée de l'antisémitisme que les juifs berlinois, arguant de leur situation sociale ou de leur enracinement dans la société allemande, refusent de regarder en face.
chacun faisant endosser à son corélégionnaire d'origine polonaise, russe ou portant kippa et peyote la responsabilité d'avoir réveillé la bête immonde, jusqu'à ce que leurs yeux se dessillent et que ces juifs parfaitement intégrés réalisent l'ampleur du cauchemar. L'un des héros du roman, David Karnowski, en reste d'ailleurs stupéfait. Lui qui avait fui l'ignorance et l'obscurantisme de l'Est pour la culture et les lumières de l'Ouest, lui qui parlait allemand selon toutes les règles de la grammaire, qui était membre du conseil d'administration de la plus illustre synagogue, lui, l'érudit qui savait tout sur Moïse Mendelssohn, sur Lessing et sur Schiller, lui, un honorable commerçant, propriétaire d'un immeuble dans la ville, père d'enfants nés dans le pays, qu'on l'arrête, lui, en même temps que la vulgaire populace. C'est ainsi que David Karnowski se pose cette question fondamentale. Et tout se précipite dans le chapitre le plus insupportable du roman, consacré aux exactions contre les Juifs, et plus particulièrement aux brimades imposées au petit-fils de David en public, dans son lycée, par un directeur qui se venge de ses propres échecs en faisant du jeune Gégor un bouc émissaire. À l'occasion d'une conférence sur les théories racistes, il expose Gégor sur une estrade aux yeux de tous et va le désigner comme l'objet de son étude. Transformé en chose à observer, l'adolescent est dépouillé de sa dignité humaine. Il est examiné scientifiquement à la lumière des théories en vogue et transformé en sous-homme, en monstre. Des mesures corporelles sont prises et commentées. En résulte réduction, dépréciation, humiliation. Dans une description insoutenable faite par l'écrivain, Gégor tente de résister à l'ordre qui lui est donné de se déshabiller pour que le directeur tortionnaire puisse exhiber et commenter sa circoncision. La violence psychologique imposée est telle que Gégor sort de cette épreuve complètement détruit, tant identitairement que psychologiquement. Les vociférations antisémites qui ont accompagné la délégation sportive israélienne le 11 janvier 2026 en Pologne, dont je vous parlais au début, m'ont ramené à la famille Karnowski. Témoignage à peine romancé légué par Israël Joshua Singer à ceux notamment qui pensent que les choses vont s'arranger, que l'antisémitisme se calmera, à condition que les Juifs fassent profil bas ou s'intègrent encore mieux. La haine des Juifs ne cessera jamais. Comme le dit Rabbi Ephraim dans le roman, « Depuis que les Juifs sont juifs, on a brûlé leurs livres ». La seule différence qu'Israël Joshua Singer n'eut pas le loisir de connaître, c'est la renaissance de la nation juive. Une différence de taille pour le destin des Juifs de diaspora qui peuvent désormais, s'ils le souhaitent, relever définitivement la tête. Nous avons retrouvé Caroline Yadan avec beaucoup de plaisir. Caroline, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. On peut supposer que vous êtes satisfaite ce matin au lendemain de l'adoption de votre projet de loi par la Commission des lois du Parlement de l'Assemblée nationale. Ce projet de loi qui vise à renforcer, on va dire, les mesures de lutte contre l'antisémitisme. Je suis très satisfaite, je suis très heureuse d'avoir passé cette première étape qui était essentielle, qui était imparable évidemment, parce que lorsqu'une loi est examinée à l'Assemblée nationale, il faut d'abord qu'elle passe par une commission, il faut d'abord que la commission adopte le texte. Donc non seulement la commission des lois a adopté mon texte, mais la commission des lois a adopté mon texte dans les termes exacts que je souhaitais, c'est-à-dire conformément aux préconisations du Conseil d'État que j'avais saisies préalablement. Alors, voilà, donc c'est une belle première étape de passer, mais il y a encore beaucoup d'étapes également à passer. Alors, nous, on connaît bien ici en Israël la procédure à la Knesset, mais on peut supposer qu'elle ressemble un peu à celle de l'Assemblée nationale. Je suppose que maintenant, le texte doit être débattu en plénière. Il sera voté en une seule lecture ou en plusieurs lectures ?
Alors justement, alors oui, il doit passer en séance. Le problème, c'est que la date prévue, qui est lundi prochain, là, le 26, il n'aura pas le temps de passer, même s'il est inscrit en séance, parce que la séance termine à minuit. Il y a des textes avant, donc on n'aura pas le temps de le faire passer. Donc aujourd'hui, mon objectif, c'est qu'il soit repris dans un temps, ce qu'on appelle gouvernemental, c'est que le gouvernement puisse s'en saisir et puisse l'inscrire donc courant février. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, nous avons, aujourd'hui, ce texte bénéficie de ce qu'on appelle une procédure accélérée, ce qui est aussi une excellente nouvelle. Cela signifie qu'il n'y aura pas de deuxième lecture à l'Assemblée. Donc, en gros, il faut qu'il soit adopté en séance. Ensuite, il va au Sénat. Il faut qu'il soit adopté au Sénat. Et ensuite, il revient à l'Assemblée nationale. Voilà, soit dans le cadre d'une commission mixte paritaire. Enfin voilà, tout ça est assez technique, donc on en est qu'aux prémices, c'est le début, mais c'est un début qui est encourageant pour la lutte contre l'antisémitisme en France, pour la lutte contre la haine des Juifs et pour vraiment acter que cette haine des Juifs est aussi liée à la haine d'Israël, et c'est un délit extrêmement novateur que j'intègre dans ce texte, qui est le délit d'appel à la destruction d'un État reconnu par la République française en méconnaissance du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Voilà, ça c'est vraiment le cœur de la loi. Il y a un axe également sur le terrorisme, c'est-à-dire sur le fait de provoquer, même implicitement, à des actes de terrorisme, et y compris quand ça concerne en fait les auteurs des actes de terrorisme. Et puis un dernier axe qui est sur la loi Guessot, la contestation de la Shoah, qui peut consister en des minorations, en des banalisations outrancières. Voilà, je me suis inspirée beaucoup de la jurisprudence aussi existante et je voulais absolument l'ancrer dans la loi. Donc pour l'instant, c'est une première belle avancée, on va dire. Alors justement, cette première belle avancée, est-ce qu'elle est le reflet d'un état d'esprit qui règne au sein de l'Assemblée nationale? C'est-à-dire que d'abord, premièrement, est-ce qu'il y a de fortes chances pour que cette loi soit adoptée à une majorité de l'Assemblée nationale? Et puis, est-ce que aussi c'est le reflet véritablement d'une prise de conscience au sein des élus de la nation qu'il y a un véritable problème avec la résurgence de l'antisémitisme et qu'il faut trouver les moyens de le combattre? Alors, oui, sans doute. Il y a encore beaucoup de députés qui ne comprennent pas réellement ce qui est en train de se jouer, qui sont encore, vous savez, nous on est plongés dedans, oui. On a sans arrêt des notifications, on sait exactement de quoi il s'agit, nos algorithmes sont les nôtres et ils sont évidents, ils nous montrent ce qu'est aujourd'hui la haine des Juifs, mais tout le monde n'est pas comme nous. Il y a beaucoup de collègues qui, de bonne foi, ne comprennent pas en fait ce qui se joue et ne comprennent pas l'intérêt d'un tel texte pour lutter contre l'antisémitisme. Donc souvent, ce sont des collègues qui me font confiance parce qu'ils savent aussi, et je peux leur expliquer ce qui est en train de se passer. Et puis, c'est difficile pour eux de voir la réalité et d'être confrontés à une résurgence de l'antisémitisme, des actes. En fait, c'est difficile pour eux de comprendre le lien dans une loi entre la haine des Juifs et les agressions, les actes, etc., qu'ils relèvent et qu'ils nient pas, et cet article 2 d'appel à la destruction d'un État. En fait, le lien est difficile parce qu'ils n'ont sans doute pas encore intégré que c'était d'abord et avant tout cette mutation de l'antisémitisme qui prenait la forme d'une haine absolue d'Israël. Et c'est ce que je m'évertue évidemment à expliquer, c'est ce que j'ai expliqué hier à la Commission des lois, c'est ce que je vais continuer à expliquer dans un effort de pédagogie. Et puis évidemment, vous avez la gauche extrême à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire LFI, c'est-à-dire EELV, les écolos, c'est-à-dire les communistes, qui sont arc-boutés sur, alors en ce qui concerne LFI, c'est une idéologie aujourd'hui réellement antisémite, puisque c'est un parti qui est porteur de l'antisémitisme dans notre hémicycle. Et puis vous avez, par exemple, les Verts qui n'arrivent pas à saisir
le pourquoi et le lien qu'il faut absolument faire et qui sont encore dans ce déni. Donc on a de l'opposition, mais on a aussi beaucoup de collègues dans une majorité quand même qui comprennent, qui me font confiance sur ce texte. Donc j'ai bon espoir évidemment pour la séance. Il va falloir mobiliser, il va falloir expliquer, il va falloir continuer à rassembler. Mais c'est vraiment ce que je m'évertue à faire depuis plus d'1 an que j'ai déposé cette proposition de loi qui est quand même co-signée. On l'a pas dit, mais co-signé par 120 députés, c'est pas rien, 120 députés. C'est même énorme pour une proposition de loi et surtout de la droite à la gauche, du PS au LR. Et ça veut dire aussi quelque chose, ça veut dire que ce combat-là n'est pas simplement le nôtre, mais c'est le combat des Républicains dans leur ensemble. Voilà. Concernant le délit de destruction d'un État, on comprend bien qu'il s'agit de l'État d'Israël. Est-ce que c'est-à-dire certains députés dont vous parliez à l'instant, ils ont des difficultés à dissocier l'antisémitisme de la volonté de détruire l'État d'Israël ? C'est-à-dire, est-ce que ça dépasse le fait de leur opposition à un gouvernement quelconque du pays, ou par exemple le gouvernement Netanyahou ? Il y a chez certains peut-être aussi une sorte de légitimation d'une éventuelle disparition de l'État d'Israël ? Non, alors il n'y a pas de légitimation de la disparition de l'État d'Israël, sauf sans doute chez les LFistes, ça c'est sûr. Mais en fait, c'est pour ça que je me suis beaucoup appuyée sur 2 choses, sur la définition de l'IHRA, qui date maintenant de plusieurs années, qui a été adoptée par le Parlement, que ce soit l'Assemblée nationale en 2019 grâce à mon collègue Sylvain Maillard, ou que ce soit en 2021 par le Sénat, qui vient lier effectivement cette haine des Juifs à la haine d'Israël, sur aussi l'avis de la DILCRA, la délégation interministérielle contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations, que j'ai auditionné, qui est un grand soutien pour cette loi. C'est une émanation du gouvernement, donc c'est vraiment important. Et puis les assises contre l'antisémitisme menées par Aurore Berger, la ministre Aurore Berger, qui fait un travail formidable, mais vraiment formidable, contre l'antisémitisme. Elle est courageuse, elle est à mes côtés tout le temps pour acter en fait ce qui est en train de se passer, pour désigner aussi les coupables que sont les LFistes. Donc non, il n'y a pas, pour répondre à votre question, de légitimation évidemment de la destruction de l'État d'Israël. Il y a juste peut-être une petite incompréhension pour intégrer le fait qu'en fait, cette mutation de la haine des Juifs passe par la volonté d'anéantissement d'un État qui est l'État des Juifs. Et donc forcément, on est sur un débat presque ontologique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on désigne l'État d'Israël comme un mal absolu, on n'est plus dans la critique légitime qui fait partie de la liberté d'expression et qui s'exprime en premier lieu d'ailleurs en Israël. Donc on n'est pas là-dessus, mais on est sur la disparition de ce qui fait l'essence même en fait du peuple juif, et donc avec les conséquences directes qui sont les agressions, qui sont les actes, qui sont les paroles contre les Juifs en France, parce que si on accepte de voir détruire l'État, on dit que l'État d'Israël, on dit que cet État d'Israël est un État paria. Ça remplace le peuple paria d'hier, donc les effets sont exactement les mêmes. Et et voilà, il faut qu'ils arrivent à intégrer. Et je compte aussi sur les débats. Parce que les débats sont importants. On l'a vu hier à la commission des lois, parce que tout le monde n'était pas convaincu. On n'était pas sûr d'avoir une majorité. Et en réalité, on a eu cette majorité-là parce qu'il y a eu un débat qui a été constructif, qui n'a pas simplement été un débat de haine venant des LFistes, mais un vrai débat à la fois juridique et à la fois d'explication de ce qui était la haine des Juifs, et puis des témoignages aussi que j'ai lus. Donc voilà, beaucoup de soutien. Hier, j'étais très heureuse de ça. Voilà, donc on peut le résumer, une sorte de prise de conscience de la part des membres au moins de cette commission des lois du Parlement français par rapport donc à la nécessité de lutter plus efficacement contre l'antisémitisme. Merci beaucoup Caroline Yadan, députée de la 8e circonscription des Français de l'étranger. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin après l'adoption de ce projet de loi que vous avez porté, que vous continuez à porter. Proposition de loi. Proposition de loi, d'accord. Oui,
un projet de loi, c'est gouvernemental, une proposition de loi, c'est des députés. C'est important parce que c'est une nuance que l'on ne connaît pas tellement bien ici en Israël, à la Knesset. Non, mais même en France, je vous rassure. D'accord, merci beaucoup. Merci et bonne continuation et bonne chance pour la suite de cette démarche. À bientôt. Merci Daniel, à bientôt.